Bonjour, je vous remercie d'être là. Cette exposition, causerie, lecture autour de Henri Calais, était programmée depuis longtemps, était programmée avec Pierre. Cette exposition est en grande partie programmée par Patrice Delbourg, qui connaît très bien l'œuvre d'Henri Calais, qui a écrit sur Henri Calais, et qui s'est particulièrement intéressé à cet écrivain qui a vécu à France en 1953 et 1956, date de sa mort. Il se trouve qu'à cette même époque, en 1955-56, il y avait aussi à Vence Jean Dubuffet, qui était à la fois un ami d'Henri Calais et de la Galerie Chave, puisqu'il y a exposé, il a fait sa première exposition en 1955. Henri Calais était aussi un ami de Georges Ribémont de Seine, qui était un des grands amis de la galerie, et aussi de Jacques Prévert. C'est pour ça que Patrice Delbourg a mis dans l'exposition 3 œuvres de ces artistes qui sont très très importantes pour la vie de la galerie. Je laisse Patrice Delbourg présenter et son exposition, parce que c'est lui qui l'a choisi dans nos réserves. Il a choisi toutes les pièces qui correspondaient à l'idée qu'il se faisait d'Henri Calais. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est divers. C'est très original aussi parce que il faut un petit peu chercher quel est le rapport entre tel tableau et tel écrit. Mais ça, il vous l'expliquera très bien et je suis très contente qu'il soit là pour vous expliquer tout ça. Voilà. En regard de chaque œuvre, il y a une petite phrase d'Henri Calais, souvent issue de Odoux, qui est le texte qu'il était en train d'écrire quand il est décédé ici, à Vence, le 14 juillet 1956. On va vous raconter tout ça. Jean-Sylvain Cabot va lire des textes de Henri Calais. Madame Joyard va nous lire un texte de la dernière compagne d'Henri Calais, Christiane Martin-Dugard. Voilà, c'est un livre vraiment extrêmement déchirant, intime, des derniers moments de Calais à l'ombre des Baous. Et moi, je vais vous raconter un petit peu son itinéraire d'écrivain, de voyou, de dandy, d'irrégulier en tous les cas, de réfractaire. Ce qui va bien dans la galerie. Je pense aussi. Ici, nous sommes dans une galerie d'irréguliers et de gens qui se sont toujours opposés à la norme. Julien va ponctuer nos interventions de petites virgules sonores, assez jazzy, assez bluesy, urbaines, comme ça, pour essayer de développer la longue légende urbaine que fut la vie et la vue d'Henri Calais. Parler ici d'Henri Calais, c'est un peu évoquer la part secrète que chacun porte au fond de soi. Ce fleuve obscur qui charrie pêle-mêle les mensonges, les hantises et les petits arrangements avec sa conscience. Humain, trop humain, voilà Calais. Avec un signe distinctif néanmoins, en majesté, un talent littéraire hors pair, un ton, une patte immédiatement reconnaissable qui le situe d'emblée parmi les écrivains les plus originaux et les plus prolifiques de la première partie du XXe siècle. Oui, chez Calais, tout est affaire de cœur. Cette maudite Montpassant, d'abord, qui palpite dans sa poitrine et qui lui joua tant de mauvais tours avant de s'arrêter ici, avance, à l'ombre des Baous, un soir de 14 juillet
1956. Une légende tenace veut que l'écrivain s'éteignît en épectase, en faisant l'amour, comme le président Félix Faure, comme le cardinal d'Aguelou, ou le pur sang Ourasi dans son paddock. Je vais vous lire un extrait de La Belle Lurette, qui est le premier livre publié par les éditions Gallimard, donc un livre d'Henri Calais qui a été accueilli, le manuscrit, par Jean Paulhan, qui était l'éminence grise, le directeur littéraire à l'époque des éditions Gallimard. Donc, premier ouvrage, donc c'est La Belle Lurette, c'est l'enfance d'Henri Calais. Je fus précoce. Sur la fin de ma 3e année, j'étais déjà exhibé par mon père dans tous les bistrots de l'endroit. Il y en avait. Ici, sur les tables de marbre, je braillais « Vive la sociale ! Mort aux vaches !» Les copains exultaient, et c'était chaque fois une tournée générale, dont une petite grenadine pour moi. Mon père, tout fier de son système d'éducation, recevait les félicitations avec un sourire modeste. Il était socialisant, mon père. Il avait participé à l'agitation des rues dans les jours de l'affaire. Du bon côté, naturellement. Nous étions inséparables et faisions de grandes balades. Les pieds se posaient sur les trottoirs clairs, sans bout des avenues larges des quartiers chics. Les miens, pareils à 2 boules. Les siens, longs dans des chaussures noires qui n'étaient pas à son pied et dont le dessus était crevé au rasoir pour l'aisance des orteils. Il me conduisait par la main, en racontant à hauteur d'homme, loin de moi, des histoires sans queue ni tête que je n'écoutais pas, tout au jeu des yeux fermés pour voir des clartés étranges et orangées. Je disais que je regardais mon sang et les enfants me comprendront. Christiane Martin-Dugard a été la dernière compagne de Henri Calais. Et elle l'a accompagné dans ses derniers instants d'avance, en 1956. Elle était donc la fille de Roger Martin-Dugard, prix Nobel de littérature en 1937, et qui voyait d'un très mauvais œil cette liaison avec sa fille. Christiane Martin-Dugard est née en 1907 et disparue en 1973. Le traitement comportait une série de piqûres toutes les 4 heures. L'infirmière restait le soir. Sa présence m'était d'un grand secours. Je n'étais plus seule à affronter l'angoisse des nuits. Je n'endormais guère mieux. J'avais seulement plus de force pour songer calmement au danger. Ta propre inquiétude avait cédé le pas à une sorte d'habitude entrecoupée de rêves hallucinants qu'entretenait la morphine. Parfois, tu griffonnais quelques mots sur ton carnet, dans le genre « ne pas vivre pour ne pas mourir » ou bien « on vit très bien sans avenir » ou encore « morphine », ça commençait à chahuter agréablement dans le bateau. Je constatais chez toi une sorte de détachement progressif, indolore, un décollage, si je puis dire, du réel. Je suis au-delà du suicide. Et cependant, chaque matin, l'heure du courrier était attendue. Tu jetais un œil sur la photo de ton petit garçon. Pensait-il à toi? Tu reçus 2 ou 3 cartes de l'enfant. Le mois de mai avance, c'est le mois des roses, des œillets. Fuir cette chambre de malade et ce mensonge permanent était une tentation. Je profitais parfois de la venue de l'infirmière pour m'évader, 1 heure dans la campagne. Je marchais comme une somnambule. J'escaladais les talus, je parcourais les champs, le parfum des fleurs me tournait la tête. À travers le bruyant paysage, je ne cessais de voir ton pauvre visage blanc, boursouflé, appuyé sur l'oreiller.
J'étais poursuivi par la petite lueur qui brillait si fort dans ta prunelle lorsque je te quittais. Je précipitais alors mon retour, courant presque aveugle à tout ce qui m'entourait, me reprochant de t'avoir laissé. Au bout d'une vingtaine de jours, on t'a permis de te lever. Les médecins, sachant à quoi s'en tenir, cherchaient sans doute à ne pas assombrir inutilement ce qui te restait de vie. Quoi qu'il en soit, le 31 mai, tu notais gaiement. C'est merveilleux d'être debout, habillé devant la glace. Peu après, tu ajoutais, mes cheveux ont blanchi, je ressemble à mon ombre. Un de tes premiers gestes fut d'épingler un brin de mimosa à la photo de Paul. Une nuit, je t'avais entendu crier le nom de l'enfant dont on rêve. Ta première sortie eut pour but d'acheter une petite auto et du nougat que tu lui fus envoyé. Ta fragilité était si grande que tu me laissais te donner ta douche. Ton effroi sous les jets d'eau, trop chaud ou trop froid, ton rire frais et malicieux qui fusait sous les gouttes d'eau, en réponse à certaines caresses toutes maternelles. Je crois encore l'entendre. Une nouvelle convalescence semblait en vue. Ayant décidé de prolonger notre séjour à Vence, je craignais de quitter le docteur, et d'ailleurs où elle est. Nos finances étaient peu brillantes. J'acceptais de servir de secrétaire à Dubuffet.